Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles. Aujourd'hui, la deuxième partie de la deuxième FAQ, la foire aux questions. Je vous invite à regarder la première partie qui est en ligne sur ma chaîne et nous continuons cette deuxième partie avec une question générale qui m'avait été posée par plusieurs personnes. Mais avant tout, je voudrais parler de quelque chose. Ce sont les analyses de commandes. Je prends les commandes, je les mets sur un bloc-notes. Alors ce bloc-notes il commence à être un petit peu, bien rempli. Ça me prend énormément de temps, surtout que je n'ai pas que ça à faire. Ce que je fais c'est en pur amateur que je le fais. Et surtout je suis pas payé, rien du tout. Donc c'est vraiment en tant que hobby que je le fais. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Des fois je me sens presque obligé d'aller chercher des informations sur le film avant de faire une analyse. Donc ça prend encore plus de temps. Des fois je vois des références ou des influences sur d'autres films, donc il faut que je me procure également ces films. Et plus j'avance dans le temps, plus mes analyses vont être, on va dire pas fouillées, mais précises. Et je serai exigeant quant au contenu et quant à la façon dont je la fais, cette analyse. Au niveau de la mise en scène de l'analyse. Donc ça prend beaucoup de temps, mais ne vous inquiétez pas, j'ai vos commandes sur un petit bloc-notes numérique sur mon ordi. Elles ne sont pas perdues, mais c'est juste que je prends beaucoup de temps et des fois j'ai aussi envie de faire des analyses pour moi. Voilà. Alors ensuite, on m'avait demandé plusieurs fois de dresser un bilan 2012 des films, sachant que, comme je le dis dans la dernière FAQ, je ne vais pas souvent au cinéma. C'est peut-être le problème avec moi, donc j'ai un peu une connaissance du cinéma annuel un peu en retard, en décalage. Ce que je vous propose, c'est plutôt qu'on voit grossièrement ce qui va sortir en 2013. C'est très sommaire, c'est des trucs à voir je pense, mais c'est juste des blockbusters. Hein. Parce que tout simplement, hein, les blockbusters ils prévoient leur marketing et leur publicité, alors que des petits films d'auteurs qui sont sûrement superbes, eh bien eux, ils n'ont pas cet argent nécessaire pour faire de la pub en avance. Donc c'est pour ça que nous avons d'abord tous les titres de blockbusters et les autres, ils viennent après. Voilà. The Last Stand, avec Arnold Schwarzenegger. La bande-annonce est assez amusante. Et bien sûr, pour revoir Arnold Schwarzenegger, rien que ça fait déjà super plaisir. Le mec, je crois qu'il a 68 ans. C'est énorme. Et il arrive encore à faire des films d'action à son âge. C'est I'll be back. Mais je pense que c'est vraiment bien que dès qu'il avait arrêté son mandat de gouverneur, il est repassé au cinéma et toutes les portes lui sont ouvertes encore maintenant. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien et j'espère que The Last Stand marchera bien parce qu'il le vaut bien. Après, il y a des choses très étranges. Ils font des adaptations de contes. Nous avions eu, par exemple, Blanche-Neige et Mirror Mirror en 2012, avec des trucs sexy et tout ça, tu te dis what the fuck. Et bien là, ils ont fait encore plus fort. Hansel et Gretel Witch Hunters. Alors là, je pense que c'est un film qui va aller tout droit dans le ciné raté parce que c'est vraiment de la merde. C'est un espèce de truc rock'n'roll sexy là avec des vampires ou des sorcières, c'est un peu ridicule. Mais bon, c'est un film avec Jeremy Renner, hein, notre Jason Bourne du dimanche. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va peut-être marcher, mais ça va pas aller très loin. Ça, je peux vous l'assurer. Alors après, il y a un film très intéressant dans le concept, mais qui me gêne un petit peu. C'est Warm Bodies. C'est un zombie qui tout d'un coup, à la vue d'une femme, a des sentiments et est amoureux. Alors j'ai l'impression que ce film-là sera dans la veine des Twilight, des Hunger Games. Mais je pense que j'arrive comme ça, avec mes grands souliers, à faire des comparaisons pareilles. Eh bien, je pense que c'est parce que ces trois films-là, sont tellement ciblés pour les adolescents que je trouve que ça en devient un petit peu dérangeant. Il y a quelques années, on n'avait pas des films tellement ciblés. Les adultes sont quasi hermétiques à ce genre de film. C'est vraiment, avec le jeune homme et la jeune femme, et en plus, jeune homme qui est issu d'une série pour les jeunes, encore une fois, je crois que c'est Skins. Donc c'est vraiment, on reste dans cette optique, on va séduire le jeune avec un film, avec des choses que le jeune aime. C'est un peu, bon, je veux dire, c'est trop voyant. Je crois que c'est ça, on voit que c'est trop ciblé. Après, je pense qu'un film de zombies comique,
ça peut toujours être intéressant. Pour ceux qui vont beaucoup plus au cinéma que moi, ça pourrait être intéressant. Et bien sûr, à voir en couple, je pense que c'est aussi un truc à voir si on est avec quelqu'un. Alors après, on arrive au mois de cinéma le plus dangereux, c'est le mois de mars. Souvenez-vous que cette année, on a eu Battleship et on a eu John Carter le mois de mars et on a eu aussi The Wrath of the Titans. Et ces 3 films n'ont pas fonctionné. Enfin, Wrath of the Titans, il a un petit peu fonctionné, mais pas tant que ça. Donc, les 3 films, c'était des fours. Et en mars, on va avoir le nouveau Raimi, Oz, le grand et powerful, là, The Great and the Powerful. On aura le nouveau G.I. Joe, qui avait été repoussé. Normalement, il devait sortir cet été, mais ils l'ont repoussé encore davantage, parce qu'il y avait des problèmes de screen test. Je veux dire, il y avait le Channing Tatum, là, il était mort trop tôt dans le film, et donc les gens n'avaient pas aimé. Donc, ils ont refait un tournage et tout ça. Enfin, ça a l'air déjà d'être une catastrophe de tournage, ce film-là. Donc, il sort aussi en mars. Il y aura aussi Jack the Giant Slayer de Bryan Singer qui va sortir en mars. Donc ces 3 films, c'est des gros blockbusters. Je pense que vu la réputation de Raimi, il y a des gens qui vont se déplacer pour Oz. Alors j'espère que ces films vont fonctionner parce qu'après il va y avoir des problèmes, ils vont plus avoir d'argent pour d'autres petits films. Parce que ces gros blockbusters comme ça, ben, c'est pas pour faire du blockbuster, c'est pour avoir beaucoup d'argent d'un seul coup pour après financer d'autres petits films. Quand John Carter avait absolument pas fonctionné alors qu'il devait faire plus de 600 millions de dollars et il en a même pas, je crois qu'il en a fait 300 à tout casser. Ben les Disney, il s'est posé des questions quant au budget du prochain Pirates des Caraïbes. Donc le fait que ces gros blockbusters ne marchent pas, ça peut aller très très loin par la suite. Donc j'espère qu'ils fonctionnent. Moi c'est tout ce que je souhaite, hein, c'est que tous les films fonctionnent, même si certains ne valent pas leur pesant de cacahuètes. Après, on aura Iron Man 3. Alors moi, je signe tout de suite Iron Man 3 parce que c'est Shane Black qui va faire le film. Et Shane Black, c'est le mec qui avait fait Kiss Kiss Bang Bang. Et Kiss Kiss Bang Bang, c'est juste énorme comme film. Il y aura le Star Trek Into Darkness, qui, je pense, sera aussi sympa. Mais moi, je suis pas trop Star Trek. Hein. J'ai pas vu grand-chose de ces films-là et de cette série. Donc, pour les fans, je pense que ce sera bien. Étant donné que c'est Abrams qui remet le couvercle. Donc, je veux dire, ce sera pas une trahison par rapport à ce qu'il avait déjà amorcé au départ. On aura Epic, donc c'est un film sur des petits bonshommes verts, une civilisation qui se cache dans la forêt. Ça a l'air assez amusant, donc moi j'espère qu'il fonctionnera aussi. Alors ce n'est pas de Pixar, mais c'est de Blue Sky Studio, donc ceux qui avaient fait Rio et bien sûr la série de l'âge de glace. Donc vraiment très connu, et là je pense ils vont faire un truc qui est vraiment bien à suivre en matière d'animation. Ensuite nous avons Hangover partie 3. Alors là, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je suis dans ceux qui n'aiment pas. C'est sympa, mais bon, moi, j'en fais pas tout un fromage, j'ai envie de dire, de ce film. Mais c'est quand même une série qui a fonctionné. Et donc, objectivement, c'est un blockbuster intéressant. Alors, il y a aussi quelque chose d'assez surprenant. C'est un Die Hard 5, réalisé par, je crois, John Moore. Ça craint déjà un petit peu, mais je pense que le charisme de Bruce Willis arrivera à maintenir les spectateurs au fond de son siège. Et il est en plus avec son fils, donc c'est très étrange, mais je peux l'accepter encore. Ça se passe en Russie, ce n'est plus aux États-Unis, donc il y a des thématiques qui étaient assez fortes dans les précédents Die Hard, qui n'est plus valable parce qu'ils veulent, on va dire, faire quelque chose d'un peu exotique, un petit peu changer de décor, mais je ne sais pas si ça sert vraiment le contenu du film. Nous avons aussi des remakes, c'est Carrie, donc le film de De Palma, et il y avait le remake d'Evil Dead. Alors il semblerait que Sam Raimi ait donné son accord, et je crois même qu'il produit le film. Ce n'est pas fait totalement en pirate, il a accepté le projet, il a trouvé que c'était bien, et au vu de la bande-annonce, ça a l'air bien gore, donc je pense que ce sera pas décevant. Moi je ne suis pas du tout dans ce type-là de film, mais pour ceux qui ont bien aimé les Evil Dead, je pense que ce sera peut-être intéressant à aller voir. Alors ensuite il y a un film qui est très intriguant, parce qu'il a eu une bande-annonce de 5 minutes, c'est Cloud Atlas, qui est en partie réalisé par les Wachowski, aussi par un Allemand qui avait fait Cours Lola Cours, Tom Tykwer. Je pense que ce film-là pourrait être vraiment intéressant, puisque ça a l'air d'être une grande épopée d'aventure, avec Tom Hanks en plus, un acteur que j'aime beaucoup. Ce sera un film très long, mais je pense qu'il sera intéressant, ce sera assez intellectuel je pense quand même, avec les Wachowski qui font toujours des mises en scène très soignées.
Je pense que ce sera intéressant de voir ce film, qui est d'ailleurs déjà sorti aux États-Unis, mais il n'a pas trop bien marché. La campagne publicitaire était très timide. Je pense que c'est quand même un film de qualité. Il y aura aussi 2 films qui se ressemblent beaucoup, After Earth et Oblivion. Alors, After Earth, c'est le nouveau film de Shyamalan. Ça a l'air assez intéressant, mais bon, je suis pas trop séduit. Et l'autre film, c'est Oblivion. Les 2 films se ressemblent parce qu'ils ont été tournés avec la même caméra. Et c'est aussi 2 univers qui sont assez semblables, de monde désert, avec bien sûr de la science-fiction, des hommes du futur, des vaisseaux. C'est un peu semblable, mais je trouve c'est intéressant d'avoir aussi des films qui se ressemblent dans la même année. Alors ensuite, j'avais noté aussi Pain and Gain. C'est un film de Michael Bay avec Mark Wahlberg et Dwayne Johnson, The Rock. C'est un film qui a l'air assez amusant. C'est des bodybuilders qui veulent gagner de l'argent. Et donc ils font une espèce de braquage ou de cambriolage un peu bizarre. J'ai pas trop compris dans la bande-annonce, mais ça a l'air très fun. Ça a l'air tellement de GTA. Mais d'ailleurs je trouve super intéressant de découvrir que certains films ont des influences claires et nettes du jeu vidéo. Et quand j'ai vu la bande-annonce de Pay and Gain, alors là c'était carrément GTA. Alors ensuite il y a le film que je vais aller voir sans hésiter. C'est Man of Steel. C'est le film de Zack Snyder, produit par Nolan, sur Superman. Alors, il arrive là cet été. Nous avons vu la première bande-annonce, teaser, et après une deuxième bande-annonce. Mais moi, j'étais beaucoup plus impressionné par la bande-annonce du Comic-Con avec la musique de Hans Zimmer qui était vraiment très bonne. Je pense que ça pourra vraiment être sympa. Vraiment, ils ont mis beaucoup de budget là-dedans. Je pense que ce sera une grosse attraction de la Warner. Et je pense que ce sera vraiment un film à voir, ne serait-ce que pour voir la résurrection de Superman après l'intéressant mais pas passionnant Superman Returns de Bryan Singer. Alors ensuite on arrive sur des gros films, la première mondiale dans l'histoire du cinéma d'horreur, un film de zombies à 200 millions de dollars, World War Z, la guerre des zombies de Mark Forster avec Brad Pitt. Alors là, on a des masses de zombies. Alors là, ça va être vraiment super impressionnant. J'espère que ce film marchera bien et je pense que j'irai le voir. Il y a aussi un film, j'ai du mal à voir s'il va marcher ou non, mais je pense qu'il va pas marcher. C'est Lone Ranger, un film de Gore Verbinski avec, entre autres, Johnny Depp qui jouera un Indien. Alors c'est un film qui est un western, un film très coûteux, qui reprend un personnage un peu héroïque, je crois, d'une série. Et sachant que le dernier Western Cowboy and Aliens n'a pas marché du tout, j'ai l'impression que Lone Ranger va un peu dans le mur. C'est un risque qu'ils ont pris, les producteurs, de faire ce film. En plus, je crois pas qu'il sorte en 3D. J'ai envie de dire, ils misent sur le talent de la mise en scène et sur l'humour de Gore Verbinski. S'il ne marchait pas, ça causerait des problèmes quant à la production de films peut-être intéressants à l'avenir. Alors ensuite, il y a aussi un autre gros film qu'on attendait et on a été complètement séduit par la bande-annonce, c'est Pacific Rim de Guillermo del Toro. Alors là, c'est de l'Évangélion avec Godzilla en même temps, je pense que ça va être complètement épique. Ça a l'air vraiment bien péchu, si je puis m'exprimer ainsi. Alors après, il y a des films qui sont très obscurs, on ne sait pas grand chose encore sur le film, on n'a pas eu de bande-annonce. Par exemple, Kick-Ass 2, The Wolverine, Elysium, le nouveau Neil Blomkamp, qui avait fait District 9, qui était vraiment bien. On a Thor 2, Hunger Games Catching Fire, le deuxième Hobbit, Mad Max 4. Le réalisateur original revient avec un 4e volet et j'ai vu quelques photos de tournage. Les véhicules qui vont circuler dans ce film sont complètement loufoques. Donc il y a beaucoup de films qui sont déjà bien amorcés parce que voilà, il y a un service marketing assez lourd et d'autres films qui vont se faire désirer peut-être éventuellement comme The Wolverine et qui vont arriver presque au dernier moment avec une grosse bande-annonce bien puissante. Mais le risque aussi, c'est qu'aujourd'hui on est habitué à un marketing qui prend du temps. Il y a beaucoup de films qui vont pas se presser et qui risquent d'être pris de court par les différents autres bandes annonces et du coup les films vont pas super bien marcher. Donc c'est un choix qu'ils ont fait, mais j'espère qu'ils marcheront quand même. Voilà pour tous ces petits films et je pense qu'on aura une bonne année 2013.
Alors ensuite, 3 petites questions de Mister Aurore, que je remercie également, qui m'a posé des questions depuis YouTube. Ne penses-tu pas que le cinéma était l'art du XXe siècle et que cet art va peu à peu s'effacer au profit du jeu vidéo ou d'internet? Le cinéma, c'est avant tout quelque chose qui se passe dans une salle de cinéma et pas sur internet ou sur une télé. Ce qui se passe sur une télé ou sur internet, c'est une extension du cinéma, mais le cinéma est avant tout dans les salles, donc ça ne disparaîtra pas d'aussitôt. Par contre, ce qui pourrait arriver, c'est qu'on cherche de plus en plus d'interaction entre le public et ce qui se passe dans le film. La 3D est une petite ouverture. Par exemple, je crois qu'il y avait une vidéo sur internet où c'était des Allemands qui avaient fait, je crois, une expérience assez étrange. On donnait son numéro de portable à l'entrée de la salle et puis on projette un film. C'était quelqu'un qui était isolé dans une chambre, dans une maison. Et bien la personne, elle composait un numéro sur son portable et il y avait quelqu'un dans la salle qui recevait la personne en direct. Et donc il y a eu une interaction, c'est-à-dire que la personne emprisonnée demandait est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche, ou je rencontre quelqu'un, est-ce que je l'aide ou est-ce que je l'aide pas, et la personne répondait directement à droite ou à gauche, ou je l'aide pas. Et du coup, du fait que bien sûr maintenant nous sommes en numérique, c'est ça qui est super intéressant, et bien le projectionniste, comme dans un menu de DVD, passe les options en fonction des choix de la personne qui a été sélectionnée. Links oder rechts? Links. Soll ich rauf oder runter? Runter. Hör zu. Da unten ist jemand. Dann geh hoch. Okay. Was soll ich tun? Soll ich helfen oder weiter? Weiter. Geh weiter. Ça a été fait, je sais pas si ça a vraiment bien marché, mais ça a déjà été fait dans une salle de cinéma. Je crois aussi me rappeler qu'ils avaient fait une reconnaissance de mouvement avec une sorte de Pong, c'est-à-dire ce jeu de tennis très primaire, avec la salle qui devait bouger la tête à droite ou à gauche pour faire bouger les espèces de petites raquettes, donc pour essayer de rattraper la balle. Donc ils avaient déjà fait ça. Je pense que vraiment cinéma et jeux vidéo internet, c'est vraiment à part, puisque jeux vidéo internet, jusqu'à preuve du contraire, c'est quelque chose d'individuel. Individuellement qu'on est connecté ensemble. Ce n'est pas 150 personnes devant le même écran. Mais il y a toute une ambiance, je dirais presque mystique, que nous n'avons absolument pas devant un ordinateur ou devant une télé, même si la télé fait je sais pas combien de mètres de large ou de hauteur. Il est trop tôt pour le dire. Quant aux possibles interactions entre ces 3 éléments, cinéma, jeux vidéo, internet, mais je pense que le cinéma est bien ancien et assez quand même traditionnaliste au niveau de la forme, de l'exploitation. À force, il y aura, je pense, des interactions. Mais c'est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une question intéressante, c'est une question qu'il faut se poser. Il faut en être angoissé. Moi, je pense qu'il faut en être angoissé parce que après, on va arriver à une culture qui sera uniculture. Enfin, si le mot peut exister, ce sera une seule culture. Ce sera la culture d'Internet qui sera croisée avec les jeux vidéo, qui sera croisée avec le cinéma. Il n'y aura plus différents arts, il n'y en a plus qu'un seul, qui sera un nom un peu bizarroïde qui rassemblera tout. Déjà que le cinéma rassemble beaucoup d'arts. Alors j'espère que jamais on aura une seule culture pour le monde entier avec un seul art qui est une espèce d'art supra-total. Enfin ça c'est quelque chose de très très pessimiste. Donc il faut aussi s'inquiéter de ça. Mais ouais, en effet ta question est assez intéressante, mais la réponse ne peut pas se donner maintenant. Mais peut-être que dans 5 ans, tu me reposes la même question, là il y aura une véritable évolution. Ensuite, un réalisateur que tu voudrais plus voir à Hollywood et au contraire un que tu voudrais plus voir. Comme ça, là, ça me vient pas. Je ne vois pas du tout. Parce que la plupart du temps, ceux qui sont intéressés vont là-bas et ceux qui ne sont pas intéressés, ils restent dans leur pays. Et finalement, c'est bien comme ça. Kassovitz, il est allé là-bas, il a été dégoûté, il est revenu. Point final. Je vois même pas qui pourrait, comme ça, aller là-bas et y trouver son compte. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire « Ah, moi j'aimerais que ce réalisateur... je sais pas, je dis un nom au hasard, que Christophe Gans revienne à Hollywood, celui qui avait fait Silent Hill, hein. Mais s'il n'a pas aimé le travail qu'il a fait là-bas,
ah ben ça sert à rien de le forcer. Il va que faire des films qui sont pas agréables. On a beaucoup moins de liberté que ici en France ou en Europe. Je pense que comme ça, je nuance tellement, j'ai tellement de distance avec ça, j'arrive pas à voir vraiment quelqu'un pour qui ce serait bien d'aller à Hollywood pour faire des films. Et pour la deuxième partie de ta question, c'est-à-dire quelqu'un qui ne devrait pas être à Hollywood, qui devrait arrêter de faire des films et partir, je vois même pas. Qu'est-ce que je peux te dire? Je sais même pas. Ça permet au studio de se rendre compte de ce qui marche pas, clairement, et après de passer la chance, on va dire, à quelqu'un d'autre. Donc finalement, je réponds à ta question tout en ne répondant pas. Par contre, je réponds volontiers à la prochaine, ton plaisir coupable. J'aime pas trop cette expression, mais bon bref, je crois comprendre ce que tu voulais dire. Donc un film que tu sais que c'est nul, mais que tu apprécies quand même. Eh bien moi, j'ai plein de films comme ça, mais moi je trouve que Highlander 2, c'est quand même quelque chose d'assez génial parce que j'adore le méchant de ce film, il est complètement charismatique. Le film n'est pas très bon, faut quand même le dire. Bon, Matt de État Critique il a été allé un petit peu fort, mais moi je trouve que c'est quand même un film que j'aime beaucoup. Un film qui est très intéressant au niveau du montage parce qu'il a été monté plusieurs fois et j'ai pu voir des différences assez saisissantes. Donc moi je suis très intéressé par ce film là, j'ai des tonnes de versions de ce film. Je vous ferai un gros machin sur ce film quand j'aurai le courage. Mais ouais, moi je dirais là comme ça sur le coup Highlander 2. Je vais maintenant passer à une question de Guillaume Plassane. Est-ce que tu ne penses pas que le cinéma risque de perdre tout élan artistique pour ne devenir plus qu'un divertissement fait de blockbusters? Parce que je ne sais pas si tu as tenté l'expérience, mais montre un film contemplatif à la Tree of Life ou 2001 l'Odyssée de l'espace à quelqu'un qui ne s'intéresse pas plus que ça au cinéma et tu verras que les mots chiants et trop longs reviennent bien souvent. Dans une société où l'argent prime, est-ce que les producteurs ne risquent pas d'empêcher la sortie de films tels que ceux-ci sous prétexte qu'ils ne seront plus rentables car trop éloignés de ce que veut le public? Le cinéma américain est une industrie. Avant tout, ici en France, on a quand même légèrement, on va dire, la chance de considérer encore le réalisateur comme un auteur. Là-bas, c'est vraiment, le réalisateur, il doit faire de l'argent, s'il n'y arrive pas, il va galérer toute sa vie. Et les exemples que tu as cités, c'est-à-dire Terrence Malick et Kubrick, eh bien Kubrick, lui, il en avait rien à foutre des États-Unis. Après divers problèmes sur le tournage de Spartacus, eh bien lui, il est allé en Angleterre et il a fait tous ses films en Angleterre. Terrence Malick, lui, je pense qu'il met du temps à faire ses films parce qu'à chaque fois on lui fout des bâtons dans les roues. Je pense qu'il y aura toujours des films comme ça, des films contemplatifs. Et encore, là tu tapes dans le cinéma américain. Mais il y a des filmographies de pays de l'Est, des Turcs, les Iraniens, des Russes, qui font toujours des films contemplatifs. Je crois qu'il y a encore Bellatar, Sokurov, je crois. Eux, ils sont vraiment là-dedans. Et là, il y en aura toujours, parce qu'il y aura toujours des gens qui seront comme ça. Bah, après, si tu cherches du film contemplatif chez les Américains, bah là, c'est déjà un peu plus rare. Des films intelligents, des films d'expérience, on va dire. Voilà, des films d'expérience. Les Américains, eux, ils sont d'abord pour l'argent. Après, il faut pas essayer de forcer quelqu'un qui n'est pas habitué à voir ça. C'est complètement stupide. Si tu veux, on va dire, changer la mentalité d'une personne, il faut que ça se fasse progressivement. Il faut que la personne se rende compte du panel de types de films que nous avons maintenant dans le cinéma. Et pas seulement les films d'aujourd'hui, américains, d'action. Il faut aussi leur montrer des films d'action des années 60. Qu'est-ce qu'était un blockbuster avant de s'appeler blockbuster, bien sûr. Les péplums qui duraient 3 heures. Il faudrait lui montrer ça. Il faudrait lui montrer des films fantastiques, des vieux films fantastiques, pour déjà qu'il soit habitué à une esthétique un peu plus lente. Et après, peut-être doucement, lui montrer des films un peu plus rechercher au niveau de la forme, et après on peut doucement aller vers Antonioni, et voilà, et progressivement, on peut pas directement demander à quelqu'un qui a adoré les Avengers d'aller voir, je sais pas, un film de Tarkovsky, ça marchera jamais. Donc je pense que
quand tu parles voilà, de spectateurs qui trouvent ça chiant et tout ça, c'est que ces spectateurs, on les a forcés à aller voir ces films. Ils n'ont pas été préparés, parce qu'il faut que le spectateur, quand il rentre dans une salle de cinéma, il soit préparé. Si le spectateur ne sait pas du tout ce qu'il va aller voir, il va avoir la sensation d'être agressé par ces images qu'il n'a pas acceptées. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation vraiment de films en masse. Dans les files d'attente, j'entends les personnes qui ne savent pas encore ce qu'ils vont voir au cinéma. Ils sont allés au cinéma, mais ils ne savent pas pourquoi. Alors que moi, quand je vais au cinéma, c'est que je sais précisément ce que je vais aller voir. Donc il y a aussi une démarche. Nous avons un panel de choix et nous ne savons même pas ce qu'on va aller voir. Donc bien sûr, après, montrer aux gens un film chiant et tout ça dont ils n'ont jamais entendu parler, alors qu'il y a des films qui ont un matraquage médiatique absolument titanesque, je veux dire, c'est un tout. Je change un petit peu ta question, mais je pense que c'est aussi une affaire d'éducation à l'image. Il y aura toujours des films contemplatifs. Et ils seront toujours en infériorité. Chez nous en France, il y a des pays qui regardent beaucoup ces films-là. Faut pas. Après, ce sont des films qui coûtent pas très très cher. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Bien sûr, c'est moins dans l'air du temps, mais il y en aura toujours. Je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Et il y aura toujours des producteurs qui auront envie de faire ça. Mais il faut pas toujours penser cinéma égale cinéma américain. Il y a des pays dont on ne soupçonne pas l'existence de cinéma. Il y a un cinéma grec, il y a un cinéma polonais, il y a un cinéma portugais. Mais c'est juste qu'il faut être au courant. Si vous voulez voir des films portugais, allez voir Pedro Costa, c'est un mec qui fait des films contemplatifs de fou. Vous allez souffrir pendant 3 heures. Enfin, en tout cas, moi, j'ai souffert pendant 3 heures, mais je les ai vus. Donc, non, il y aura toujours des gens qui font des films contemplatifs, et il y aura toujours un public pour ça. Après, peut-être qu'il y aura un retour aux films contemplatifs, ou qu'il y aura des réalisateurs très audacieux qui voudront faire un blockbuster contemplatif. Alors ça, je n'ai pas encore trouvé, mais je pense que déjà, l'histoire de Pi est peut-être un point de départ, une ouverture qui pourrait nous indiquer que c'est tout à fait possible de présenter une esthétique très lente avec vraiment des effets spéciaux importants et une histoire qui est très très poignante. Je pense que c'est tout à fait possible, mais il faut aussi que le spectateur suive, qu'il soit habitué, qu'il soit éduqué et qu'il accepte ces images. Voilà ma réponse, j'espère qu'elle te plaira. Mais en effet, c'est une question qu'on peut se poser quant à l'avenir de la production de films. Alors après, des questions de Ciné Alex, que je remercie également. Comment choisis-tu un film ou une séquence que tu analyses? Ça, je pense que tu auras la réponse dans la première FAQ. Mais je vais pas te laisser en reste, c'est souvent au coup de cœur, et des fois je ressens la séquence comme étant à part du film. Par exemple, l'analyse de Conan le Destructeur de la scène des miroirs, qui est sur YouTube, c'est une scène qui est un peu à part dans le film, et donc c'est une scène que je peux prendre à partie pour l'analyser à part sans qu'on ait des contextes du reste du film. Donc ça permet d'isoler des extraits plus facilement et d'en faire une analyse, très détaillée d'ailleurs. Donc oui, je fonctionne au coup de cœur. Des fois il y a des scènes qui ont des choses à dire. On sent qu'il y a des choses à dire dans cette scène, parce qu'on a aussi une culture qui vient s'y coller. Donc voilà. Et après, une question qui est assez intéressante. Arrives-tu à regarder un film en restant spectateur? C'est vrai que je vais pas beaucoup au cinéma, et donc je regarde beaucoup de films sur mon écran, et des fois même, je regarde un film, je sais c'est une ignominie, mais je regarde un film en faisant une chose à côté. Je m'en excuse, mais des fois il y a des films qui ne méritent pas mon attention entière. Si le film il est bien fait, eh bien on ressent des choses, tout simplement. Il y a des films, c'est tellement plat, qu'on commence à partir ailleurs, et même avec une espèce de drogue filmique de regarder plusieurs films des fois par jour, je ressens quand même des choses, et si je commence à sentir des émotions assez fortes, c'est vraiment que le film, la technique, le langage, le jeu d'acteur fonctionne vraiment bien. C'est juste une affaire de combinaison et de réalisation, j'ai envie de dire. Je pense que je peux encore arriver à être spectateur, mais pas peut-être pendant tout le film.
Des fois, je vois les choses à 100 000 lieues, et des fois, la technique ne me plaît même pas. Et donc, j'ai tendance à des fois me détacher du film. Pour moi, je vois vraiment mon attachement au film est en rapport avec la qualité d'immersion esthétique et dialoguée du film. Et il y a des films, des très vieux films, des films de Sacha Guitry par exemple, ça paraît un peu vieillot et j'ai vu des trucs beaucoup mieux, et pourtant je suis à 100% dedans parce que le mec il parle mais avec un débit de parole et c'est super intéressant, on s'accroche et c'est comique, et vraiment ça dépend vraiment du film. Là je peux pas aller plus dans le détail, mais je pense que vraiment ça dépend des efforts qu'a fait le réalisateur pour faire son film. Je vais maintenant répondre aux questions de Kouglof, quelqu'un qui est du forum du Hooper. Il me pose une première question: pourquoi les affiches de films mettent autant en valeur les armes à feu? Il m'a donné une série d'affiches de films où nous avons des armes à feu qui sont mises en valeur. L'analyse d'une affiche, c'est tout un truc, mais je pense que mettre une arme à feu, c'est un peu indiquer les éléments qui seront dans le film. C'est ce qu'on appelle, je crois, de la sémiotique de la culture. C'est qu'à partir d'une image, on peut en extraire des éléments qui sont présents dans le film ou des éléments qui représenteraient la société. Tu me mets par exemple l'affiche de Body of Lies, qui est un film de Ridley Scott, mensonge d'État. Nous voyons DiCaprio avec une arme à feu qui est un peu capturé dans le mouvement, et en fond noir, Russell Crowe, qui est dans le film un petit peu une sorte de mentor, mais plutôt de guide technologique, qui veille au grain, et DiCaprio est sur le terrain. Je trouve que cette affiche présente déjà tout le film, et on a DiCaprio qui est dans l'action, qui est dans le suspense, et on met en avant aussi sa main où il y a un anneau, où il est marié, et donc justement il est dans l'action, il est dans un endroit qui lui est hostile, donc il a une arme à feu. N'oublie pas Kouglof que aux États-Unis les armes à feu c'est quand même pas comme en France, c'est très important. Beaucoup de gens ont des armes à feu. Donc chez eux ça fait vraiment partie de leur société, j'allais dire de leur culture, oui aussi un petit peu. Donc cette affiche je trouve correspond tout à fait à ce que c'est dans le film, parce qu'une arme à feu c'est aussi un danger, donc, et le film est truffé de dangers. Et en parlant de danger, il y a la deuxième affiche que tu m'as proposée, Taken, où on a Liam Neeson, voilà, qui a une arme à feu bien en évidence, avec sur le mot Taken le visage de la fille qui va rechercher. Et tout ce film là c'est une vengeance, on va dire, et c'est en même temps un film très violent, donc bien sûr l'arme à feu c'est aussi pour marquer la violence, c'est pour typer la catégorie de films que nous allons voir au cinéma. À l'affiche suivante également nous avons End of Watch, qui est un film assez récent, avec de nouveau par l'auteur de Training Day, donc des films avec des policiers. Donc les policiers aux États-Unis ça tire dans tous les sens, un peu rock'n'roll, c'est pas du tout comme en France. Là-bas bien sûr quand on fait des films de policiers ça doit tirer dans tous les sens, donc bien sûr par rapport au sujet du film, ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces affiches, c'est comme les bandes annonces, ça doit faire saliver le spectateur, il doit aller regarder le film. Donc on exagère les thématiques du film en les représentant dans une affiche. Et également ici nous avons cette arme à feu qui est mise en évidence. En même temps que la montre, notez également la montre et le temps. Le temps, c'est peut-être une course contre la montre dans ce film. Je n'ai pas vu, donc d'après l'affiche, nous avons deux policiers avec un espèce de plan de travers pour évoquer éventuellement un malaise. Une montre avec un temps, avec bien sûr la catchphrase, chaque patrouille peut être la dernière, donc on nous indique déjà beaucoup de choses. Nous indiquons aussi un environnement violent, une espèce de côté un peu banlieusard avec l'arme à feu qui est braquée. Donc on a déjà beaucoup d'informations dans cette affiche, et bien sûr l'arme à feu c'est le danger, c'est l'action, c'est la violence. Alors ensuite, nous avons une affiche qui était sortie il y a, je crois, pas très longtemps, de l'autre côté du périph', avec Laurent Lafitte et Omar Sy. Ou Sy, ça dépend comment on voit ça. Là, j'ai presque l'impression, c'est pour s'amuser un petit peu. Nous avons une espèce de magnum, une espèce de vieux flingue du côté du blanc. Et le noir, il a, on dirait, un flingue un peu plus simple, plus
un peu plus classique, mais c'est bien sûr pour jouer les archétypes des policiers qui ont toujours des flingues. Donc là, les Français ils jouent aussi sur les archétypes. Donc bien sûr, on a des armes à feu qui sont en évidence. C'est vraiment par rapport au genre de film et c'est pour catégoriser les types de films et ce que nous allons sensiblement voir au cinéma. Alors ensuite, autre question, mis à part le budget, qu'est-ce que fait que la majorité des films français soient des navets ? Alors je pense que les scripts sont mal construits, c'est-à-dire les scénarios. Ça se passe toujours à Paris, parce que c'est plus facile, c'est moins cher de tourner à Paris que de tourner au fin fond de la Cambrousse. Parce qu'il faut déplacer tout le monde, il faut déplacer la technique, il faut trouver un endroit pour loger tout le monde, et il n'y a pas forcément ça dans la Cambrousse, alors voilà, il faut s'arranger, il faut être à Paris, voilà. Alors donc on a des intrigues parisiennes avec des réalisateurs parisiens, et c'est malheureusement des fois un petit peu saoulant. Donc des sujets qui n'intéressent pas forcément les gens de la France, parce que Paris ce n'est pas la France, c'est qu'une partie. Donc des fois il y a des gens qui ont du mal à penser que c'est... voilà. Et ouais, des sujets, je sais pas, moi j'en ai rien à foutre d'avoir des trucs de petits bourgeois dans la capitale, quoi. Et il y en a quand même beaucoup. Voilà, ça me fait chier. Après, nous avons des films qui sont intéressants, mais moi je me marre même pas. Je veux dire, Camping, bien que ce soit, je trouve pas vraiment terrible, que ça me fasse pas rire, des trucs comme ça faisait sortir les gens de la banlieue parisienne, ils jouaient d'ailleurs sur ce contraste, et on les plantait, voilà, au milieu de nulle part. Et qu'on fasse peut-être un petit peu de cinéma de genre aussi, là ça manque, mais c'est parce que les gens ne se déplacent pas, parce qu'on a une mauvaise réputation, on fait de mauvais films de genre, et il y en a qu'une poignée qui arrivent à faire des choses qui tiennent la route, voilà, donc c'est toujours, ou alors on fait dans la parodie. Mais encore, ça va, on s'en sort. Mais c'est terrible, hein. Les adaptations là de Astérix, c'est un peu nul, quoi. Et là, je crois qu'il continue avec il y avait un deuxième épisode de Ducobu, et là il va y avoir Boule et Bill, je crois avec Franck Dubosc. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, et les suites, La Vérité si je mens 3 ou le dernier Astérix, c'est d'une paresse, un truc de fou. Et il y a aussi bien sûr ce qu'on appelle l'auteurisme. Nous en France on est très attachés à l'auteurisme. Voilà, on veut faire du cinéma d'auteur, hein, pour être bien vu par les cahiers du cinéma. Ça c'est le rôle de la féministe un petit peu. Je troll. Mais c'est un petit peu ça, on a ce côté auteur qui nous empêche à faire des choses qui intéressent les gens. Parce qu'on d'abord on se soucie de nous et après on se soucie du spectateur. Ouais, je pense que c'est tout un facteur de scénario qui après ils vont libérer une mise en scène, vont libérer des décors, mais si les scénarios sont mauvais à la base, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi ça fait très longtemps que j'ai plus vu un film français en salle, hein. De mémoire, j'ai rien dans la tête, hein. Donc c'est assez terrifiant, hein. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que je ne représente pas le spectateur français moyen. Bon, je me permets comme ça de dire des choses, mais c'est vraiment mon avis à moi, et je suis sûr qu'il y a des gens qui pourront me contredire, il n'y a pas de souci sur ça, hein. Alors ensuite, tu poses encore sur le cinéma français. J'ai l'impression de compter les bons films français sur les 10 doigts de la main. Ouais, enfin plutôt des mains. Je savais pas que t'étais un mutant, mais bon c'est pas grave. N'y a-t-il plus que Besson et Jean-Pierre Jeunet qui tiennent le fil après Clouzot et Truffaut? Je pense que nos cinéastes à talent sont assez jeunes chez nous. Mais on en a, je veux dire, François Ozon, Jean-Jacques Hano, qui avait là refait un film récemment, là, Hors Noir, Michel Leclerc, Xavier Giannoli, Maïwenn, Kanté, on a quand même des noms, mais bien sûr ils sont pas super méga prestigieux, bien sûr c'est toujours avec réserve, mais je pense qu'ils vont encore faire au moins 10 ans de cinéma, si ce n'est plus, bah, après on verra quelle renommée ils auront atteint. Il faut leur laisser le temps qu'ils créent leur propre réputation et leur filmographie et leur carrière et après leur légende. Clouzot, Truffaut, Jeunet et Besson, eux on les a mis sur un piédestal, mais on va avoir des nouveaux, il faut juste leur laisser le temps, c'est tout. Aujourd'hui, on a beaucoup de réalisateurs. C'est plus facile d'ailleurs d'accéder à la fonction de réalisateur parce qu'avant, on avait un système de cartes du CNC. C'est-à-dire que, en gros, à 45 ans, on pouvait enfin réaliser des films. Mais maintenant, c'est un peu plus souple. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. Mais voilà, il faut laisser le temps aux jeunes de se faire un nom. On a déjà des noms qui sont assez bons quand même. Je veux dire... Audiard, il a quand même une certaine aura dans le cinéma français actuel.
Alors ensuite, tu me... toujours sur le cinéma français, bah dis donc. Mais c'est intéressant aussi de se questionner son propre cinéma, le cinéma national, je suis d'accord. N'aurions-nous pas les compétences nécessaires pour faire de bons scénarios en France? Qu'est-ce qui cloche exactement? Est-ce notre culture qui ne colle pas avec ce qu'on voit à l'écran, ce qu'on produit? Pour faire un film, il faut de l'argent. Je ne t'apprends rien, mais... qui donne l'argent? Bien, ce sont des commissions qui vont après analyser ton scénario et tout ça. Ce sont ces commissions qui font n'importe quoi. Ce sont ces commissions qui ont, je pense pas, qui sont des fois des critiques. Donc des critiques genre Cahiers du cinéma et des trucs comme ça. Qui sont que des financiers. Même si le scénario c'est de la merde, s'il y a voilà, une tête d'affiche et que ça paraît comique au premier abord, les mecs ils vont mettre de l'argent. Je pense que c'est au niveau du financement. On ne finance pas les bons films parce que je suis sûr qu'il y a des super films mais qui ne sont pas financés, qui tombent à l'oubliette tout simplement parce que les gens ils n'ont pas envie de prendre des risques. Bien sûr, bon, il y a le scénario, mais après le scénario, il va être produit et c'est les gens qui produisent qui ont de la merde dans les yeux. Donc voilà, mais je pense qu'il y a toujours des gens qui sont très intéressés par des scénarios un peu étranges. Il faut trouver juste les bonnes personnes. C'est aussi une affaire de ça, sauf que peut-être les bonnes personnes n'ont pas tout le fric et c'est justement ceux qui sont pas très bons pour choisir les scénarios qui ont tout le fric. Donc après, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? Et sûrement ceux qui tiennent le bon bout, et je dirais même le bambou, eh bien c'est sûrement des Parisiens, encore une fois. Donc ils ont une vision parisienne, voilà, de la France qui est complètement fragmentée. Donc du coup on finance des films qui sont en région parisienne, qui se passent avec une faune et une flore parisienne, voilà, et on retombe dans les mêmes délires. On s'auto-alimente dans notre, j'allais dire dans notre médiocrité. C'est un peu méchant, mais ouais, c'est un peu ça quoi. Il faut du sang neuf et justement il faut attendre que ce sang se renouvelle. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et il y a des périodes de l'histoire du cinéma qui sont des périodes de transition, qui ne sont pas de bonnes périodes. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une de ces mauvaises périodes. Dans les années 80, c'était assez intéressant. Après les années 90, on avait quelques trucs qui étaient vraiment bien, mais ça commençait à descendre. Et là, les années 2000, moi, je trouve que c'est vraiment pourri. On a des films bien, je veux dire, c'est pas à jeter entièrement et tout ça. Mais l'impression globale, c'est pas terrible. Voilà. Pour finir, je t'avouerai que je ne connais pas beaucoup de bons films français. Pourrais-tu me conseiller une liste de films français à voir absolument? Les perles méconnues qui pourraient nous emballer aujourd'hui en 2012-2013. Alors c'est pas forcément des perles, mais bon, il y a des films français que j'avais bien aimés, mais c'était pas des trucs de fou. Par exemple, moi j'avais aimé les films de Weber, là, Le Dîner de Cons ou Le Placard. J'ai beaucoup aimé Le Placard. Je trouvais ça très très fou. Tous les films avec Albert Dupontel, surtout les films qu'il a réalisés. Moi je trouve que c'est vraiment des bons films. C'est vraiment des scénarios qui sont bons. Il y a quelques temps, j'avais regardé un film qui était super bon. Justement, un film sur la région parisienne. Ça s'appelle Grégoire Moulin contre l'humanité. Je me suis marré dans ce film, mais marré. Je me dis souvent le cinéma français, il fait des blagues à deux balles, mais alors là, ça m'a vraiment fait marrer. Là, l'humour, il marchait avec moi. C'est l'histoire d'un petit bonhomme de province qui rentre dans la région parisienne, il lui arrive plein d'emmerdes. C'est vraiment comique. Mais voilà, ce sont des films qui sont vraiment très sympas, mais je dirais pas que ce sont les films chefs-d'œuvre et tout ça qui sont mis en rapport avec ce que toi t'as pu rechercher sur internet. Donc je n'ai rien conseillé en particulier, Il s'agit pour toi de creuser le cinéma français pour trouver des œuvres. Maintenant que j'y pense, parce que j'ai presque aucune note quand je réponds à vos questions, donc ça me vient un peu au fur et à mesure, il y avait une saga française qui avait du punch, qui était des années 60, ça s'appelait Angélique. Il y avait 5-6 films sur cette femme qui était incarnée par Michel Mercier. C'était à la période de la Renaissance, c'était une jolie jeune femme qu'on a mariée à un homme qui était boiteux, qui avait une énorme cicatrice. Alors elle voulait pas, c'était un peu le mythe de la Belle et la Bête, mais ce mec, il s'est fait aimer d'elle. Et il était aussi très très riche. Il arrivait à transformer le plomb en or avec différents procédés chimiques. Et le roi
qui était venu le voir était tellement jaloux qu'il a négocié avec l'Inquisition pour le faire brûler. Mais Angélique, elle est persuadée que son amour est encore là, qu'il est encore présent, elle va le chercher au bout du monde. Donc c'est une épopée d'aventure d'une femme forte qui va traverser les pays, qui va aller sur la mer. C'est très très épique comme récit d'aventure sur, je crois, 5-6 films au moins. Ça, c'était une mise en scène, il y avait de l'action. Enfin, bien sûr, c'est années 60, donc il faut pas penser qu'il y avait de l'action comme on en fait maintenant. Mais moi, j'ai pas décroché hein, jusqu'à la fin. Et voilà, il y a des grands moments d'émotion. Ça, par exemple, ce serait une série de films que tu pourrais regarder. C'est vraiment quand le cinéma français avait de la puissance. Encore. Maintenant, elle en a encore, mais un peu moins, quoi. Voilà. Regarde la filmographie des grands cinéastes et puis voilà quoi. C'est pas, moi j'ai pas des trucs de derrière les fagots et encore moins pour le cinéma français. Hein. Alors ensuite, mon cher Kouglof, tu parles des différences entre les relations amoureuses en Chine, avec bien sûr les exemples de cette célèbre saga Il était une fois en Chine, et des exemples de films français et américains, et que tu as senti que les films français et américains étaient plus libres, que les relations asiatiques étaient assez retenues. Et tu conclus d'ailleurs en me disant que c'est vrai que c'est un sujet difficile à traiter. Absolument. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est de la sociologie. Ce n'est même plus des études cinématographiques. Là, ce que tu me demandes, c'est de retirer des éléments sociologiques, psychologiques de la société américaine, française, asiatique. C'est des choses qui sont carrément hors de mon domaine de prédilection qu'est le cinéma. Il faudrait que je me tape des énormes bouquins pour savoir de quoi je parle. C'est surtout ça. C'est vraiment lié à la société là. Je peux pas faire d'analyse comparative comme ça si c'est ce que tu voulais me demander en vidéo, c'est pas possible. Donc voilà, après tu me poses encore d'autres questions et on va terminer avec ça. Si tu avais le choix entre deux projets de montage, dont un t'apporte plus d'argent et l'autre te plaît le plus, lequel choisirais-tu? Ça dépend de là où j'en suis au niveau de ma carrière. Ça dépend de plein de choses en fait. Ça dépend si je connais le réal, la production... Si je suis déjà bien ancré, ce serait celui qui me plaît le plus, tout simplement. Au vu des tarifs syndicaux qu'on peut donner aux monteurs, dans les deux cas, je serais bien payé. Enfin, tu me poses une dernière question. Si on venait à te demander de réaliser un film français d'1h30 avec carte blanche, mais un budget assez bas, l'accepterais-tu? Moi, je te ferai une sorte de thriller en campagne. Je ferai quelque chose avec du suspense dans les petits villages, voilà, de paysans où il y aurait peut-être un tueur ou un truc comme ça. Moi, j'aimerais aussi travailler un petit peu les montages alternés dans un film si je devais en réaliser un. Faire quelque chose dans les milieux naturels, filmer dans la campagne. Mais le problème, c'est très très difficile parce qu'il faut déplacer beaucoup de gens dans la cambrousse où il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut. Voilà, donc ça ce serait justement ce qui augmenterait le budget au point de peut-être pas le faire. Ça dépend vraiment de plein de facteurs. Ça dépend vraiment du budget en fait. Oui, non, ça dépend vraiment du budget. Là, je m'emporte, mais ouais, ça dépend du budget complètement. Après, j'ai toujours un problème avec les acteurs. Ça, c'est toujours un truc que je n'aime pas parce que c'est chiant. Non, c'est un peu chiant les acteurs parce que ils sont pas dans notre tête. Donc c'est très difficile de leur dire précisément, mais très précisément ce que nous avons dans la tête au niveau des mouvements et de regard et de la façon de parler et tout ça. Donc il faut les modeler, voilà. C'est de la pâte à modeler les acteurs. Du coup, on n'ose pas justement les modeler parce qu'on a peur qu'ils se frustrent, qu'ils soient offensés parce qu'on les dirige trop. Parce qu'aujourd'hui, l'acteur français, il semble tout puissant. Parce qu'il y a toute une politique autour de l'acteur français qui a beaucoup d'argent, qui peut faire sa star, alors qu'il n'a, pour moi, il n'a rien à dire. Je veux dire, c'est un des facteurs importants du film, mais il reste sous, j'allais dire, la domination et la bienveillance du réalisateur. C'est pas l'acteur de faire son petit show. Voilà. Alors moi, je suis vraiment dans cette optique-là. Moi, je suis très Hitchcockien. Les acteurs, ils font ce que je leur dis. Ils le font. Voilà, c'est pas ah ouais, mais moi je le fais pas parce que j'aime pas ça et tout ça. Bien sûr, moi je suis pas un salaud, je vais pas lui demander des trucs affreux, mais je veux dire, quand je dis quelque chose, c'est parce qu'il faut le faire, parce que c'est comme ça. Voilà. Parce que moi j'ai une vision. Donc, là justement, je l'ai expérimenté il y a pas très longtemps. Il y en a, ils savent, et d'ailleurs ils sont très contents
que le réalisateur ait une idée très précise, mais il y en a d'autres, mais tu leur dis ça et ils le font pas, alors que c'était très clair. Non, mais c'est des fois un truc de fou, les acteurs. Hein. Donc ça dépend aussi complètement de ça. Ça dépend de plein de facteurs, mais je l'accepterais, mais il y aurait des problèmes à surmonter, et d'où cette... là, c'est une partie en freestyle total, hein, je suis désolé, mais d'où cette peur de pas avoir de bons acteurs. Donc c'est vraiment aussi tout un truc de casting très fatigant. Mais oui, en principe, j'accepterais ça. Mais voilà, c'est très délicat. Enfin bref, voilà. Je crois que tu as la réponse à ta question. Je te remercie pour toutes ces questions sur le cinéma français également. Voilà. Sur ce, j'ai terminé cette deuxième partie de la foire aux questions. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster des commentaires ou à me répondre à nouveau par rapport à ce que j'ai dit. Je vous remercie vraiment de votre soutien, de m'avoir posé toutes ces questions. Ça m'a fait très plaisir d'y répondre et bien sûr je prends mon temps totalement pour y répondre. Je ne les bâcle pas, à part si vraiment les questions j'arrive pas à comprendre ou à avoir quelque chose d'à peu près construit ou d'assez intéressant. Mais je vous remercie vraiment pour toutes vos questions, elles étaient très bien. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour la prochaine partie de la FAQ. Allez, salut!